Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Revenons sur la saga entourant le changement d'avion en catimini du président américain. Lorsqu'il a quitté le sommet de l'OTAN, il y avait des menaces de l'Iran qui menaçaient de faire sauter ultimement son avion. Alors, on se souviendra que le président, en catimini, en douce, on l'a sorti d'Air Force One, on l'a rentré dans une espèce de petit fourgon qui amène le buffet, puis on l'a changé d'appareil. Sans le dire à personne, mais en gardant, entre autres, les journalistes dans Air Force One, un peu comme un leurre. Arrivé à destination, on a rembarqué Donald à bord de l'avion, on l'a fait sortir comme si de rien n'était. Georges Mercier est analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, de nouvelles révélations de Reuters maintenant nous apprennent que la CIA ne pouvait pas corroborer les renseignements qui ont mené justement à ce branle-bas de combat. Et c'est ça qui est vraiment significatif, qui pose des immenses questions, parce que de qui venaient les renseignements? Des renseignements israéliens. En temps normal, c'est normal que les alliés se partagent des informations. En temps normal, dans une administration normale, les Israéliens envoient des renseignements à la CIA ou à une autre agence de renseignement américain. Ils les étudient, ils évaluent leur crédibilité, puis par la suite, ils les transmettent à la Maison-Blanche. Là, ce qu'on apprend, c'est que ce qui se passe de plus en plus, c'est que vous avez des responsables israéliens qui appellent directement la Maison-Blanche, qui court-circuitent en quelque sorte les agences de renseignement américaines, et de temps en temps, les responsables américains accordent plus d'importance aux renseignements des Israéliens que de leur propre service de renseignement. Et ça, c'est assez significatif parce que d'abord, c'est pas comme ça que c'est censé se produire. Mais non seulement ça, les Israéliens ont été déterminants dans la décision initiale de Donald Trump d'entrer en guerre en Iran, alors que la CIA, elle, disait depuis très longtemps que la probabilité que les Iraniens construisent bel et bien une bombe nucléaire était très faible. De la même manière, pour cette affaire d'avion-là, la CIA ne peut pas corroborer, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ne peut pas corroborer les renseignements des Israéliens. Donc, on a deux cas assez majeurs où le président américain prend des décisions importantes qui engagent les États-Unis sans nécessairement avoir l'aval de son propre service de renseignement. Et ça, c'est assez fascinant pour la suite parce que qui écoute le président américain? Qui a vraiment l'oreille du président et qui parvient à lui transmettre des informations à partir desquelles il engage littéralement les États-Unis? Et je reviens même au début de ce conflit-là contre l'Iran. Il y a bien des hypothèses qui disaient que Trump s'est fait un peu embarquer dans ce conflit-là par Benjamin Netanyahou, puis que c'est pas lui qui a initié, puis le grand général ou quoi que ce soit, c'était plus le suiveux dans cette histoire-là. Je pense que l'affaire avec Trump, c'est que par rapport à l'Iran, il était positivement disposé à éventuellement faire des frappes militaires. Il a été constant durant toute sa vie sur le fait qu'il ne voulait pas que l'Iran ait une arme nucléaire. La question, c'est s'il manquait un petit 10% de motivation, qui lui a offert? Et ce qu'on sait de manière à peu près certaine, c'est que ce ne sont pas les renseignements américains. Ce serait Bibi. Ce serait Benjamin Netanyahu qui lui aurait proposé un grand plan de changement de régime, devait avoir de beaux PowerPoint là-dedans, et ça l'a convaincu d'entrer en guerre. Mais là, il y a quand même un problème pour Israël, parce qu'au niveau de la perception publique aux États-Unis, on sait que ça se complexifie sévèrement pour l'État hébreu. De plus en plus, les Américains font moins confiance à Israël, ont des dispositions moins favorables envers Israël. Si on apprend que là, les services de renseignement israéliens ont l'oreille du président, parviennent à l'entraîner dans des actions assez désastreuses en Iran en ce moment, bien, ça va contribuer à la méfiance envers l'État israélien, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour la sécurité d'Israël au Moyen-Orient. Pendant ce temps-là, la posture militaire des États-Unis continue de se compliquer en Iran. Mais justement, ça va mal pour les États-Unis. Là, l'histoire qu'on a appris cette semaine, c'est le porte-avions Abraham Lincoln, un grand porte-avions qui était déployé en mer depuis 250 jours, alors qu'il devait être déployé pendant 200 jours. Là, les conditions à l'intérieur se détérioraient. Certains matelots tenteraient de sauter par-dessus bord. Il y a de la moisissure dans les toilettes. Il manque de déodorant et des problèmes alimentaires. Bon, ça va très mal dans cet avion-là. Évidemment, du côté de Pete Hegseth, on nie tout ça. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, comme d'habitude, mais signe qu'il y a vraiment des problèmes puis qu'il y a une usure militaire des Américains, bien on envoie un autre porte-avions qui devait être dans l'Indo-Pacifique, le George Washington, pour aller remplacer l'Abraham Lincoln. Mais là, ce qui est intéressant, Alex, ça je le répète souvent, les Américains sont une puissance globale. Ils doivent s'intéresser à des fronts ou des conflits potentiels partout sur la planète. Là, ce qui se passe concrètement, c'est que le conflit en Iran prend beaucoup de ressources au niveau des navires, mais aussi au niveau des missiles, des intercepteurs. Fait que là, on se dégarnit ailleurs. On se dégarnit ailleurs. Et là, la question, c'est qu'est-ce que ça laisse comme posture aux Américains? Parce que là, la Chine voit ça, puis elle voit, il y a ce porte-avions-là qui devait travailler dans le Pacifique, qui est rendu au Moyen-Orient. Il y a peut-être une ouverture ici, peut-être qu'on peut se permettre d'autres provocations. Donc, c'est un vrai enjeu. Puis au fur et à mesure que la guerre se poursuit, la
la capacité de dissuasion militaire des Américains dans d'autres conflits sur la planète se détériore, alors qu'on apprend, puis ça c'est intéressant, que là on semble revenir vraiment à la case départ du côté américain, où ce qu'on veut c'est une guerre de pression économique, maximiser la pression sur l'Iran, peut-être plus de frappe militaire à court terme. Tu parles de provocation. Vladimir Poutine, lui, s'en est offert une nouvelle. Ouais, Vladimir Poutine est dans un mood de provoquer les puissances occidentales, mais là il s'attaque au Japon. Bon, comment il fait ça? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS capture 4 îles, les îles Kouril, au nord du Japon. Le Japon ne reconnaît jamais la possession de la Russie sur ces îles-là, au point tel où il n'y a toujours pas de traité de paix formel entre le Japon et la Russie pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait longtemps qu'ils ne s'entendent pas. Et là, Vladimir Poutine décide qu'il va aller faire une visite officielle là-bas. C'était la première qu'il faisait. C'est un signal fort qu'on envoie en diplomatie quand un président se rend dans une zone contestée. Du côté du Japon, ça ne passe pas du tout. On déplore fortement la situation. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les jours qui ont précédé, la Chine et la Russie, les deux grands alliés adversaires du monde occidental aujourd'hui, eh bien, ont fait une déclaration commune où ils disaient « on ne doit pas revenir sur les résultats de la Seconde Guerre mondiale ». Donc, comme si la Chine donnait son soutien à la Russie en la matière. Et là, ce que Vladimir Poutine vient de faire, c'est d'envoyer un signal au Japon. Écoutez, vous soutenez l'Ukraine, vous êtes alliés avec les Occidentaux, ben, ça aura peut-être des conséquences à terme. Et voilà, nous choisissons de vous provoquer ici. Il y a des enjeux à l'international pour le président américain, mais il y a aussi des batailles internes dans le pays. Et est-ce qu'on peut dire que c'est Harvard 1, Trump 0? Mais c'est à nouveau Harvard gagne. Et là, ce qui est intéressant, Alex, c'est qu'il y a différentes manières par lesquelles les universités américaines ont tenté de résister à l'offensive du président. Il y a des universités comme Columbia et Brown qui se sont pliées, qui ont offert parfois des centaines de millions de dollars à l'administration pour régler des différends, ce qui n'a fait qu'appeler d'autres agressions. Harvard a décidé, vous savez quoi? On va tenir tête, nous. Et là, ça fait deux poursuites de suite où Harvard gagne. Là, en l'occurrence, ici, l'administration accusait l'université de ne pas en avoir fait suffisamment pour combattre l'antisémitisme. Le but derrière, c'est d'avoir une justification pour aller retirer des fonds. À Harvard, plusieurs milliards de dollars. Là, un juge vient de dire, ben, vous n'avez pas fait la preuve qu'il y avait bel et bien, disons, des actes antisémites systématiques à Harvard. Votre poursuite n'a pas de standing en bon français. Et donc, nous l'annulons. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même la leçon qu'on peut tirer de ça pour les États-Unis contemporains. Lorsqu'une institution est attaquée par la Maison-Blanche, est-ce qu'elle doit se plier ou elle doit prendre le risque, c'est un risque, d'aller devant les tribunaux et éventuellement d'avoir gain de cause devant les tribunaux, ce qui lui permet de résister à la Maison-Blanche et ce qui, à tous les cas, affaiblit un peu l'aura d'invincibilité que veut projeter Donald Trump. Non, les tribunaux lui disent non. En l'occurrence, Harvard gagne encore ici. Merci, Georges. À bientôt. Salut.